C'est sympatoche, même si tout le monde est là. On va donc partager. Est-ce que j'ai mis ça ici? Good. Voilà. Voilà ici. Je vais mettre juste mon petit visage que je vais épingler. Question de ne pas mettre des gens inutilement dans la vidéo. Ça peut être un peu embêtant. Donc, la fameuse problématique, c'est un peu ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Hein? Donc, la définition du problème de recherche, l'importance du problème, l'état de la question, l'objectif et ou les hypothèses. On va également aborder, peut-être au prochain cours, hein, si ça commence à devenir un peu lourd, comment on cite la notion de plagiat également et enfin l'écriture scientifique. Mais commençons, hein, les fameuses composantes de la problématique. Souvent, le problème que ça pose, c'est qu'on a souvent l'idée, la problématique, on entend un peu ça dans les médias et tout ça, quand on veut dire problème. Hein, mettons, un problème social, c'est la problématique de... La problématique, au sens méthodologique, c'est définitivement la partie d'un projet de recherche qui recense ces 4 composantes-là, c'est-à-dire la définition du problème, où on trouve, on va venir le thème et le problème de recherche, de même que les concepts qu'on va utiliser, l'importance du problème, à savoir la pertinence sociale et scientifique, pourquoi est-ce qu'on étudie ça, et un jour, quand vous serez au bac et à la maîtrise, pourquoi est-ce que je devrais vous financer pour faire votre recherche, l'état de la question, donc on appelle souvent la revue de littérature, ça veut dire qu'on va situer nos travaux, notre recherche avec ce qui a déjà été fait sur le sujet. Et enfin, notre question concrète de recherche, ce à quoi va répondre notre travail et nos objectifs de recherche, de même que les hypothèses de recherche. Dans le cours-ci, moi, je vous propose réellement de fonctionner uniquement avec les objectifs de recherche. On va en rediscuter un peu plus tard pourquoi. Donc, on a un peu ce cône-là, qui est la fameuse problématique, la définition du problème, comme je vous disais. C'est quoi le sujet de votre recherche? C'est quoi les grands concepts que recoupe votre sujet? L'importance du problème, comme je vous disais, pourquoi est-ce que ça vaut la peine scientifiquement et socialement d'étudier votre problème? L'état de la question, c'est-à-dire que la science, on a un peu l'impression que c'est chacun dans ses laboratoires, mais c'est un travail qui est communautaire. Il faut également regarder ce que les autres ont fait sur notre sujet. Également, vous n'allez pas inventer des choses à partir de votre expérience personnelle. On va s'intéresser à ce que les autres ont écrit sur le sujet qui va nous permettre véritablement d'avoir un projet qui est scientifique, c'est-à-dire qui se fonde sur des faits, sur des théories qui ont déjà été élaborées. Enfin, dernière étape de tout, c'est là où on va formuler notre question de recherche. Et enfin, les objectifs et ou les hypothèses. L'objectif, c'est concrètement ce que vous allez faire. L'hypothèse, ça serait une réponse qui serait préliminaire avant même d'avoir commencé notre recherche. Mais commençons par le commencement. Comment ça s'articulerait, par exemple, ce truc-là? Eh bien, le thème de recherche, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est quelque chose de très, très large. Souvent même, c'est un mot-clé, la participation politique, la dépendance, la déviance, l'écologie. Donc, c'est vraiment des termes très, très larges. Le problème de recherche, je commence à être un peu plus précis. Et enfin, la question, c'est concrètement ce sur quoi je travaille. Par exemple, je pourrais m'intéresser à la participation politique des jeunes. On constate, par exemple, que les jeunes participent moins aux élections. C'est statistique. Mini parenthèse, ce n'est pas quelque chose qui a rapport uniquement avec votre génération ou ma génération. C'est simplement l'idée qu'on constate statistiquement dans les recherches que dans le groupe de 18 à 25 ans, on est moins investi politiquement. On peut être dans les manifestations, dans les mouvements sociaux, mais vraiment l'idée de la politique dans le sens de voter aux élections, on constate qu'on a beaucoup moins de taux de vote chez les plus jeunes. Eh bien, j'ai un thème qui est très, très large, la participation politique des jeunes. Mon problème de recherche est, OK, mais tu travailles sur la participation politique, mais plus spécifiquement, c'est quoi qui t'intéresse? Là-dedans, par exemple, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? C'est le faible intérêt des jeunes envers, par exemple, la politique partisane ou encore la faible participation des jeunes aux élections provinciales. Dans le fond, c'est que notre thème est très, très large et notre problème de recherche vient préciser ce qu'on entend par notre recherche, ce qu'on veut faire un peu plus concrètement.
Ensuite, ben, on va formuler une question de recherche. Le plus souvent, on va mettre un mot interrogatif devant notre problème de recherche. Hein? C'est-à-dire que, ben, par exemple, la faible participation des jeunes aux élections provinciales, ben, on va dire, ben, pourquoi les jeunes votent-ils en si petit nombre aux élections provinciales? Donc, hein, on a notre question de recherche, concrètement, ce qui va m'intéresser dans la thématique très large de la participation politique des jeunes. On aura un objectif de recherche ici, mais là, ça sera une hypothèse, excusez-moi. Bien, les préoccupations des partis politiques québécois, hein, par exemple l'économie et la santé, bien, peut-être que ça ne correspond pas aux préoccupations des jeunes adultes québécois de 18 à 30 ans. Donc, c'est un peu l'idée d'entonnoir que je voulais vous montrer avant d'aborder de manière plus précise ces éléments-là. Bien, on a quelque chose de très, très large et ensuite, on vient préciser davantage hein, notre thème de recherche dans le problème de recherche qui ensuite va donner une question de recherche. Autre exemple, je peux avoir un thème très, très large hein, ici qui serait l'homoparentalité. Hein, le fait que des individus homosexuels veulent former une famille, le fait d'être parents homosexuels, eh bien, c'est très, très large comme sujet, vous en conviendrez, l'homoparentalité. Bien, je peux avoir un problème de recherche qui voudrait que, ben, moi, je m'intéresse plus spécifiquement aux préjugés hein, qui seraient entretenus sur les familles homoparentales ou encore ben, les difficultés d'adoption pour les familles homoparentales. Hein, vous le savez, peut-être pas, mais pour les familles homoparentales qui doivent recourir à l'adoption, bien, souvent, c'est à l'adoption internationale. Mais on sait que de plus en plus de pays ferment leurs frontières à l'adoption aux familles homoparentales. Hein, par exemple, en Russie et en Chine notamment, c'est absolument impossible pour les parents homosexuels d'adopter des enfants issus de leur pays. C'est-à-dire que ce sont les pays d'origine des enfants qui décident quels sont les critères des familles retenues, par exemple. Hein. Donc, sinon, ben, les familles homoparentales, ceux qui ne peuvent pas, si on veut, qui n'ont pas eu des fois eu des enfants dans des unions précédentes ou pouvoir recourir à la procréation assistée, eh bien, souvent, ils adoptaient des enfants de la DPJ, par exemple. Mais comment ça fonctionne à la DPJ? C'est que ben, vous devez être ensemble pendant environ 5 ans, je crois, avant de pouvoir postuler hein, pour l'adoption. Et ensuite, ben, ça dépend des systèmes, c'est un peu complexe, mais la plupart des programmes, les parents, par exemple, qui ont eu des difficultés dans leur vie et tout ça, leurs enfants sont confiés à la DPJ, ils se replacent hein, sur le droit chemin, par exemple, à cesse de consommer de l'alcool ou des drogues ou des choses comme ça, donc peuvent récupérer leur enfant. Mais la difficulté, par exemple, dans ce cas-là, c'est bien, je veux adopter un enfant, mais au bout d'un an ou 2 ans, la famille biologique peut reprendre leur enfant. Hein. Donc, ça peut être différents problèmes qui sont vécus, hein, les difficultés d'adoption pour les familles homoparentales, mais ça peut se transformer en question de recherche. Hein. Par exemple, sur les préjugés, bien, je passe de mon thème très, très large de l'homoparentalité. Mon problème de recherche ici serait les préjugés entretenus sur ces familles-là. Ma question, bien, je vais tout simplement la mettre en forme interrogative. Quels sont les stéréotypes entretenus sur les familles homoparentales? Hein, par exemple, l'idée que ben, il y a eu longtemps l'espèce de mythe associé entre, et ça va vous étonner, mais quand même, entre homoparentalité et pédophilie, où est-ce qu'on faisait le lien entre les homosexuels et la pédophilie. Vous ne serez pas étonné qu'il n'y a absolument aucune étude qui démontre ce lien-là. Également, le fait que, oh, j'aurais besoin d'absolument 2 figures, hein, maternelle et paternelle, pour élever les enfants de manière conforme. Bon, on voit encore une fois que c'est très discutable. Donc, on a un ensemble de stéréotypes, par exemple, qui seraient entretenus sur les familles homoparentales. Hein, l'idée qu'ils ne pourraient pas être de bons parents, par exemple. Hein, on sait même que statistiquement, c'est absolument faux. Ce sont des stéréotypes. Si je reviens encore à mon deuxième problème de recherche, hein, les difficultés d'adoption pour les familles homoparentales, mais par exemple, question de recherche qui est un peu précise, j'en conviens, mais comment la modification du droit de la famille influence-t-elle la capacité des familles homoparentales à adopter un enfant? Aujourd'hui, on est en train de revoir le droit de la famille hein, de manière très concrète en 2020, eh bien, pour faire en sorte que ce soit le droit de l'enfant qui soit qui soit le plus important et non pas le lien biologique entretenu entre les parents et l'enfant, hein, pour faire en sorte que ben, les enfants dans des familles en difficulté puissent être adoptés par des familles qui seraient ici, par exemple, pour le sujet qui nous intéresse, des familles homoparentales. Concrètement, ensuite, ben, même chose, hein, j'ai des objectifs très concrets. Hein, si je prends mon premier problème de recherche, hein, les préjugés entretenus sur les familles,
qui m'a donné la question « Quels sont les stéréotypes? » Ben, mon objectif de recherche, très concret, c'est identifier les principaux stéréotypes entretenus sur les familles homoparentales. Alors, donc, j'ai vraiment ce cône-là, hein, si on veut, qui est de plus en plus précis, très large sur le thème de recherche. Le problème de recherche, ça se précise de plus en plus. Et à la fin, avec une question et des objectifs, c'est particulièrement précis. Autre thème, hein, je pense que je n'avais un petit dernier. Eh bien, un thème de recherche très, très large, encore une fois, hein, sur la santé publique. Bien, mon problème de recherche pourrait être l'influence du milieu socio-économique sur la perception du port du masque. Hein, on a vu, par exemple, dans la situation de la COVID qu'on a vécue, eh bien que ce n'est pas tous les groupes sociaux qui étaient autant d'accord avec le port du masque. Ici, cette recherche-là voudrait savoir si est-ce que le milieu socio-économique influence la perception du port du masque? Hein, ça serait une hypothèse, ça serait, excusez-moi, un problème de recherche qu'il faudrait aller creuser. Ma question de recherche serait ici, dans ce cas-ci, mais comment est-ce que l'appartenance à un groupe social, socio-économique défavorisé va influencer la décision de porter un masque en contexte pandémique? Question très précise, encore une fois. Et ici, j'aurais une hypothèse de recherche. L'appartenance à un groupe social économique défavorisé est positivement associée au refus de porter le masque dans le contexte pandémique. Ici, je ferai l'hypothèse que le milieu socio-économique a énormément d'influence sur la volonté ou non de porter un masque. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas nécessairement prompt à dire que c'est absolument vrai. Il faudrait aller vérifier cette hypothèse-là. Hein? Donc, comme je vous dis, on a le thème. Hein, voilà. Ici, on est vraiment dans la première partie, la définition du problème. Trouver un thème de recherche et un problème de recherche. C'est véritablement le travail qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Hein. Quand je vais avoir fini de présenter, vous allez vous mettre en équipe. Et en équipe, vous allez trouver un thème de recherche très, très large et un problème de recherche également. Hein, on va travailler sur les questions au fur et à mesure de l'avancement de la session. Comment trouver un thème? C'est un peu l'idée. Hein? Tantôt, je vais vous mettre en équipe, dans l'équipe sur Zoom. Puis on va faire un joli petit brainstorming. Hein? Ça peut venir de n'importe où. Ça peut être des expériences vécues. Vous avez observé des choses dans les médias. Il y a des éléments qui vous touchent particulièrement. Même des thèmes que vous avez vus dans d'autres cours. Hein? Je n'ai absolument aucun problème. Toutefois, les éléments qu'il faut retenir, c'est que les membres de l'équipe doivent être d'accord, hein, de ne pas nécessairement être le sujet préféré de l'ensemble des membres de l'équipe, mais tous les membres de l'équipe doivent être au moins d'accord pour dire « OK, ça va quand même si on fait ça ». Ici, j'ai oublié, j'ai fait une petite erreur ici sur le deuxième point, mais il doit être relié, il doit pouvoir être analysable en fonction de la sociologie, hein, non pas de la psychologie, de l'économie, de l'histoire, même si on va voir un peu plus tard, il y a des éléments historiques qui peuvent s'ajouter. Le sujet doit être réaliste et faisable. N'oubliez pas, vous avez seulement quelques semaines pour faire la problématique, mais assurez-vous d'avoir de la documentation sur le sujet, d'avoir une question de recherche qui peut se répondre par ce qu'on peut faire ici. Hein, l'idée de pourquoi est-ce que les individus croient en Dieu, ça commence à être compliqué comme sujet de recherche. Hein, donc, réduire, évidemment, sa volonté, si on veut, d'approfondir un sujet. J'avais une question levée, j'ai oublié, excusez-moi le nom. Tu peux lever ton micro et poser directement ta question. Vous avez un peu répondu. C'était juste, je me demandais, est-ce qu'il y avait d'autres critères que le thème devait répondre ou c'est vraiment très, très libre? Très, très libre. Hein? C'est-à-dire que il faudrait que ce soit un sujet d'actualité. Hein? Quelque chose qui est quand même actuel, qu'on voit un peu passer dans les médias, des choses comme ça. Ça serait l'idéal. Mais surtout, il y a un critère qui est absolument indiscutable. Il doit pouvoir être analysé avec la sociologie. On a vu un peu c'est quoi la sociologie. On va s'intéresser aux normes, aux valeurs, aux comportements des individus, aux idéaux. Donc, c'est un peu cette logique-là. Par exemple, un sujet qui serait quelles sont la psychologie des tueurs en série? Je trouve ça intéressant, mais ça ne sera pas possible dans ce cours-ci. Hein, parce que je ne peux que vous aider sur des sujets que je connais, sur la discipline que je maîtrise. Ici, c'est la sociologie. C'est bon, merci beaucoup. Comme je vous disais, je vais me promener d'équipe en équipe tantôt, hein, fait qu'on va pouvoir jaser un peu sur ça aurait-tu du sens ou fait que je vais pouvoir vous aider un peu pour vous orienter. Donc, le thème de recherche, eh bien, c'est un peu cette idée-là. Hein? Donc, c'est un thème qui est
très, très large, hein, et qu'on doit pouvoir traduire en problème de recherche et éventuellement en question. Hein. C'est-à-dire, ici, j'ai mon terme, hein, la délinquance juvénile, par exemple, mais quels sont les facteurs qui mènent à la délinquance juvénile chez les jeunes issus de milieux défavorisés? Hein, ça pourrait être même issu de milieux favorisés. Pour moi, ce serait même plus intéressant, hein, de voir un peu quels sont les types de délinquance dans les milieux favorisés. Ce n'est pas nécessairement les mêmes que dans les milieux défavorisés. Donc, comme je vous répète, thème très, très large, problème de recherche, je commence à préciser un peu ce sur quoi je souhaite travailler. On va maintenant s'intéresser à la recherche documentaire, c'est-à-dire que trouver un thème, c'est une bonne chose, mais on doit également savoir qu'est-ce que les autres ont fait sur le sujet, hein? Qu'est-ce qu'ils ont travaillé, ce sur quoi ils se sont intéressés. Eh bien, ça va énormément vous aider. Hein? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas les premiers à vous intéresser au sujet. Il y a tout un ensemble hein, de scientifiques et de scientifiques qui se sont énormément intéressés à votre sujet. Donc, surtout aujourd'hui, ce sur quoi on va travailler, c'est le thème de recherche, trouver en gros qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, un problème de recherche, un peu plus spécifiquement ce qui m'intéresse dans ce thème-là et amorcer le processus de recherche documentaire. Pourquoi j'ai mis des belles petites flèches hein, ici? Eh bien, c'est un peu cette idée-là que quand on a choisi notre thème de recherche, on commence à faire un peu de recherche documentaire, même si on sait déjà un petit peu le problème de recherche qui nous intéresse. Mais en ayant déjà consulté un peu des articles scientifiques, regarder même juste en diagonale ou même parcourir les journaux, hein, la presse, Huffington Post, Journal de Montréal, Le Soleil, bref, Le Devoir, hein, les journaux qui vous intéressent, on commence à dire « Ah oui, ça m'intéressait à la base, mais finalement, à force de lire, j'ai le goût de modifier un peu mon problème de recherche. Hein. » Donc, c'est vraiment un travail de va-et-vient entre ma recherche documentaire et mon problème de recherche. Donc, vraiment, aujourd'hui, l'objectif, c'est trouvons-nous un thème de recherche, amorçons un peu la réflexion sur un problème de recherche, mais commençons surtout la fameuse recherche documentaire. Hein. La recherche documentaire, c'est véritablement ce qui va vous donner le matériel pour faire votre travail de la problématique. Ce n'est pas un truc qui est ajouté. Hein. Ce n'est pas quelque chose, je vous dis, vous n'avez pas le choix d'avoir 2-3 sources, sinon ce n'est pas très scientifique. C'est vraiment à la base de ce que vous allez travailler dans la problématique. Lorsque vous allez consulter hein, le fameux document Word que je vous ai mis sur Léa, sur les consignes de la problématique, et document très détaillé de ce que je vais avoir dans chacune des sections, eh bien, vous allez voir que, en fait, si vous faites une bonne recherche documentaire, si vous avez beaucoup de matériel et du bon matériel, il suffit pratiquement que de remplir les cases avec le matériel que vous avez trouvé dans votre recherche documentaire. Donc, la première étape, c'est trouver un thème. Ensuite, penser peut-être un petit peu un problème de recherche, mais surtout la recherche documentaire. C'est vraiment ça qui va être l'élément central de votre travail, du moins pour cette semaine, mais aussi qui va vous accompagner jusqu'à la fin de la remise de votre travail. Comment qu'on peut trouver hein, un peu, excusez-moi, excusez-moi, je suis en train de mourir. Eh bien, mais ça, je peux peut-être aller directement ici. C'est peut-être déjà beaucoup plus intéressant. On va arrêter juste le partage d'écran 2 petites secondes. Est-ce que vous avez déjà utilisé les bases de données du Cégep? Est-ce que vous êtes déjà un peu là-dessus? Ça vous dit quelque chose? Eh bien, on peut passer directement par... excusez-moi, par l'onglet bibliothèque et... excusez-moi, je cherche mon document. J'ai ouvert plein de trucs, ça devient embêtant. Voilà. Donc, on peut passer directement par le Cégep dans bibliothèque et ressources électroniques ou tout simplement mettre à l'écran... excusez-moi, je vais vous... C'est un peu chaos mes trucs. On va repartager l'écran et voilà. Ou sinon, directement mettre en copier-coller l'adresse ici que je vous ai mis dans le diapositive. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de vous mettre le diapositive sur l'écran. Je vais vous le mettre tout de suite après ma présentation. Donc, on peut aller directement ici et OK, coller directement ça dans notre moteur de recherche. Ils vont souvent vous demander votre code pour vous brancher et tout ça. Et vous avez directement accès à un ensemble de revues. Moi, je vous conseille plus spécifiquement la revue Érudit, Repères érudits, de même que
Cairn Info, hein, dans le fond, qui est une base de données d'articles scientifiques. Hein. Si, par exemple, je vais dans Érudit, oui, voilà. Si je vais dans Érudit, naturellement, ça va un peu plus vite, mais ma connexion semble avoir un peu de difficulté. Il doit être très populaire, Érudit, aujourd'hui. C'est un peu gênant. Voilà, on va recommencer. Ah, la technologie, voilà. Donc, je suis dans Érudit. J'ai juste à cliquer sur le lien qui m'intéresse. Ah, ça, c'est une excellente pub pour le cégep. Hein. On voit que ça va fort, la connexion Internet. Pendant que ça se connecte, on va aller voir d'autres choses à l'entendre dedans. Oh, voilà. Donc, tout de suite, je vais par recherche avancée. Hein, cassez-vous pas la tête, allez directement dans recherche avancée. On clique sur recherche avancée. On espère que ça va aller un peu plus vite. Je ne suis pas impatient. J'essaie donc de rester impassible. Voilà. Hein, ici, par exemple, ben, je pourrais m'intéresser tout simplement à la notion du sexisme. Hein, une question très, très large. Je m'intéresse au sexisme dans la société. Pourquoi pas? Et je pourrais, par exemple, m'intéresser à le sexisme, c'est très, très large. Hein, c'est genre une thématique. Ben, ce serait peut-être bien de dire, mon problème de recherche, ça serait, par exemple, le sexisme dans le sport. Hein, ben, ça pourrait être absolument intéressant. Donc, je vais aller chercher des mots-clés, essentiellement, hein, des mots-clés qui me viennent spontanément à l'esprit. Je fais une jolie petite recherche. Et voilà, hein, j'ai donc 110 résultats hein, qui sont également, qui sont tous en format PDF. Hein, donc, vous allez tout pouvoir aller les chercher. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Voilà, hein, donc j'ai un article que je peux télécharger en format, toujours en format PDF ici. Et je vais pouvoir commencer à lire un petit peu. Hein. Mais étant donné qu'on fait juste commencer, je ne vais pas commencer à vous demander de lire chaque article que vous trouvez, ça vaut la peine uniquement de garder hein, le fameux résumé. Ça vaut vraiment la peine de juste lire le résumé. Les articles scientifiques ont tendance à vraiment synthétiser tout leur article dans la section résumé. À ce moment-là, vous allez pouvoir trouver justement des termes qui viennent souvent. Hein. Par exemple, moi, je mettais sexiste, mais peut-être que rapports sociaux de sexe est peut-être plus pertinent pour faire des recherches. Hein? Également, dans la plupart des articles, lui est un peu vieux, c'est pour ça qu'il ne l'a pas, mais vous allez avoir des mots-clés. Hein? Le plus souvent, ils vont voir 5 mots-clés ici à l'intérieur. Ben, ces 5 mots-clés-là, ça vaut vraiment la peine de les repérer, ces mots-clés-là, parce que quand on fait une recherche, là, j'ai été chargé, j'ai eu 110 résultats. Mais si vous faites une recherche avec des mots très vagues, vous allez avoir environ 115 000 résultats. 115 000 résultats, vous n'allez pas tout lire les 115 000 articles, vous vous rendez compte que ça n'a absolument aucun sens. Donc, qu'est-ce qui vaut la peine? C'est de commencer à lire. Je commence avec des mots très, très larges. Je vais aller chercher un article qui m'a l'air très général. Je vais commencer à lire. Je lis le résumé. Est-ce qu'il y a des mots qui reviennent souvent? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui ont l'air particulièrement pertinents? J'utilise ces mots-clés-là pour venir affiner ma recherche. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'utiliser sexiste dans les prochaines recherches, j'aurais utilisé rapports sociaux de sexe. Donc, je réussis à préciser, à affiner ma recherche pour faire en sorte que je passe de 115 000 articles à peu près à 50 articles, 60 articles. Ça vient vraiment préciser ma recherche. Également, ce que vous pouvez utiliser, c'est la base de données qui est très, très bonne. Hein, on va retourner ici, je pense que c'était dans, voilà, j'étais derrière un peu, on va retourner un petit peu en arrière. Eh bien, Universalis, qui est très, très bonne pour ça. Je ne partage plus mon écran, je crois, c'est un peu embêtant encore. Voilà, on va partager l'écran. Universalis, qui est une excellente encyclopédie. Hein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, si vous tapez le mot-clé, dans le fond, celui de votre thématique, eh bien, déjà, vous allez avoir une définition. Hein. Par exemple, ici, j'avais utilisé Universalis pour travailler sur la définition de délinquance juvénile. Je m'intéresse à la délinquance chez les jeunes, admettons. Eh bien, ici, en identifiant les mots-clés dans les définitions, je peux également avoir des mots que je pourrais venir taper dans mes bases de recherche pour, afin, encore une fois, venir affiner ma recherche. Donc, vraiment, n'hésitez pas à consulter
les articles scientifiques au sens large, hein, érudits sur Cairn Info et sur Repère, de même qu'Universalis. C'est vraiment définitivement des bonnes bases de données pour faire votre recherche. Donc, vraiment, l'idée de base aujourd'hui, c'est vraiment de trouver un thème de recherche ou quelque chose qui m'intéresse au sens très, très large, peut-être de manière un peu plus précise, un problème de recherche et commencer la recherche documentaire afin d'aller vous chercher une base de données, une banque de données d'articles scientifiques, hein, parce que dans les consignes, vous aurez également à faire 2 fiches de lecture par individu. Je vous ai mis un gabarit de fiches de lecture sur Léa également. Les fiches de lecture, écoutez, 3/4 de page, c'est suffisant. Environ une page à peu près max, c'est suffisant pour une fiche de lecture. Mais faites quand même le travail, pas juste me dire, gars, j'ai fait ta fiche, laisse-moi tranquille, donne-moi mes points. L'idée de la fiche de lecture, c'est que, une fois qu'on a fait notre fiche, on n'a plus à retourner dans l'article scientifique qu'on a choisi. Hein, l'idée, parce que par exemple, moi, quand je faisais ma maîtrise, je ne faisais pas de fiche parce que je n'ai pas besoin de ça, je suis au-dessus de ça. J'ai lu les mêmes articles environ une bonne quinzaine de fois. Donc, nécessairement, on perd nécessairement beaucoup de temps à faire ça. Ça devient particulièrement bête hein, si on ne fait pas de fiche de lecture. Hein, là, au fond, c'est que si on a fait une bonne fiche de lecture, on n'y retourne plus dans l'article, on n'a qu'à conserver nos fiches de lecture. Hein, donc, ça vaut vraiment la peine de fonctionner de cette manière-là. Si vous n'aimez pas ça, les fiches de lecture, faites-en 2 minimalement par membre de l'équipe, puis après ça, ça vous regarde. Hein. Je ne vais pas commencer à venir vous espionner pendant que vous travaillez, du moins quand vous n'êtes pas sur ça. Donc, pour la recherche documentaire, je mets également ici d'autres sources qui peuvent être particulièrement utiles. Les journaux, vous les connaissez, mais j'ai quand même mis le lien juste pour dire que j'ai un beau document qui a beaucoup de sources à l'intérieur. Les livres, comme je vous disais, cliquez directement sur le lien ici, ça va vous éviter de choisir à l'intérieur du menu du cégep qui n'est pas tout le temps très convivial, disons. Donc, en faisant ici, directement sur le lien, vous allez avoir accès à où est-ce que j'étais tantôt avec Érudit, Cairn, Repère et tous ces éléments-là. Donc, j'ai mis les principaux ici directement, mais allez sur Saint-Hyacinthe en premier parce qu'il faut s'abonner pour avoir accès à ça ici. Mais l'abonnement est inclus dans votre prix d'inscription, hein, votre frais d'inscription au début de la session. Également, c'est toujours bon d'avoir des statistiques quand on fait de la recherche. Les statistiques, vous allez sûrement les trouver la plupart du temps dans vos articles scientifiques, hein, qui a directement des statistiques, mais si vous en manque quelques-unes, ça vaut la peine d'aller sur Statistique Canada et les statistiques du gouvernement du Québec. Les encyclopédies, je vous en ai mis d'autres. Hein. Britannica peut fonctionner, Universalis, encore une fois, celle-ci, ayez-y accès par l'entremise de Cégep Saint-Hyacinthe, parce qu'encore une fois, il faut avoir un accès. Wikipédia peut très bien vous aider pour amorcer votre réflexion. Hein. J'ai absolument aucun problème avec ça. Ça ne vaut peut-être pas nécessairement de la peine de la mettre comme encyclopédie, comme source fiable, même si c'est très discutable, mais bon, je vais dans le sens de l'ensemble de mes collègues. Également, je vous conseille énormément d'aller dans la base de données la plus riche que vous pouvez imaginer, celle des mémoires et des thèses. Hein? Un article scientifique, c'est excellent. Vraiment, allez-y, sans crainte, c'est vraiment excellent. Mais les mémoires et les thèses, ce sont des gens qui se sont cassés la tête pendant 2 jusqu'à 2 à 8 ans pour des thèses parfois, pour recenser tous les articles qui ont été écrits, déjà construire une problématique. Donc, à ce moment-là, allez-y vous inspirer de leurs travaux. Les mémoires et les thèses, c'est consultation gratuite. Hein, j'en ai mis juste quelques-unes. Archipel pour les thèses, les mémoires et les thèses de l'UQAM, Papyrus pour l'Université de Montréal, Corpus pour l'Université Laval et enfin WordCat pour l'Université Sherbrooke. Hein, ça vaut énormément la peine d'aller visiter ces éléments-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une section dans les mémoires et les thèses qui s'appelle « Problématiques ». Donc, à ce moment-là, ça vous donne un beau exemple de c'est quoi une problématique qui est bien fait, mais également, ils ont déjà travaillé sur l'importance de votre problème, sur la revue de littérature, donc vous pouvez déjà vous inspirer. Je n'ai pas de problème à ce que vous allez vous inspirer de ça, autant que vous citez vos sources. Hein? Donc, citer les sources, ça permet, encore une fois, d'aller s'inspirer là, à gauche et à droite, il n'y a absolument aucun problème. Hein? Mais je vous dis, allez-y. Des fois, juste aller voir le résumé. Des fois, je suis allé voir des sections, pertinence sociale. Des fois, ça, je ne sais pas, mais je n'ai aucune idée sur c'est quoi la pertinence sociale. Mais allez-y voir dans ces éléments-là. Également, souvent,
Dans les articles scientifiques, comme je vous disais, allez voir le résumé, regardez les mots-clés pour affiner votre recherche, mais souvent dans la section discussion, hein, on appelle aussi conclusion, mais de plus en plus, on utilise le terme discussion, parce que ce n'est jamais conclu, la recherche, j'imagine. Eh bien, dans la section discussion, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils vont parler d'éléments qui n'ont pas été abordés, qui seraient intéressants d'étudier sur un sujet donné, d'autres éléments de pertinence scientifique, donc des pistes de recherche qui peuvent être particulièrement intéressantes pour d'autres sections de votre travail. Ah, donc, vraiment, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est un peu ce qu'il y a à voir pour directement les bases de données. Il faut aller s'amuser, hein, il faut aller s'amuser à les chercher, à les cueillir, à des sources. C'est le temps des pommes. On en profite pour faire une belle analogie foireuse. Eh bien, à ce moment-là, il faut aller chercher vraiment, il faut aller creuser dans les bases de données. Creuser, c'est peut-être un mauvais terme, par contre. Les feuilleter, j'imagine, les feuilles, vous trouverez évidemment l'analogie de votre choix. Donc, il faut aller vraiment, au début aujourd'hui, on va s'intéresser au thème. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Plus spécifiquement, qu'est-ce qui m'intéresse avec le problème de recherche? Et enfin, la recherche documentaire, qui est vraiment absolument indispensable parce que c'est à l'intérieur de la recherche documentaire que vous allez trouver tout ce qu'il y a à mettre à l'intérieur de votre travail. Travail dont on va continuer de parler dès maintenant. Donc, on a un peu vu les bases de données, mais il faut vraiment définitivement, excusez-moi, s'y atteler. On va enlever ma petite face. Ensuite, on va revenir en arrière parce que ça fait un petit bout que je parle, ça peut devenir embêtant. La définition du problème, qu'est-ce que c'est? Ça recoupe et ça. Bon, regardez, je pense que j'avais mis, c'est peut-être mieux comme ça. La définition du problème, la première partie, vous allez voir dans le document sur Word, ça fait à peu près 3/4 de page. J'identifie mon thème, mon problème de recherche et les concepts qui sont principaux. Il y a des concepts qui vont revenir absolument tout le temps. Par exemple, ici, je m'intéresse, par exemple, à la participation politique des jeunes. Je dois définir c'est quoi la participation politique, puis c'est quoi un jeune. Qu'est-ce que vous entendez par jeune? Pour vous directement, ce que la littérature identifie comme jeune. Habituellement, de plus en plus, on considère comme étant jeune le groupe entre 18 et 30 ans, par exemple. Définition que vous n'avez peut-être pas spontanément. Donc, il faut aller définir nos fameux concepts. L'importance du problème, on a déjà un peu évoqué. C'est où est-ce qu'on s'en va, après qu'on ait trouvé la définition du problème, 3/4 de page. L'importance du problème, pourquoi étudier ça? Et ensuite, on va s'en aller dans l'état de la question. Eh bien, pour l'importance du problème, vous devez justement identifier à qui bénéficie votre recherche. En gros, on fait une préparation pour ce qui va venir avec votre bac. Et j'imagine pour plusieurs d'entre vous, on va arrêter 2 secondes, plusieurs d'entre vous allez justement continuer à la maîtrise ou au doctorat. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez le faire. C'est juste que ça paraît très, très loin dans votre esprit. Mais si vous êtes capable de finir un cégep, vous êtes capable de faire un bac. Si vous êtes capable de faire un bac, vous êtes absolument capable de faire une maîtrise et un doctorat. Vous verrez si c'est en sciences humaines ou en sciences nature, ça vous regarde. Mais sachez que quand on va avoir des bourses, parce qu'on peut être payé pour aller à l'école, eh bien, pour avoir des bourses, il faut avoir une bonne section qu'on appelle l'importance du problème, la section que je voulais vous expliquer maintenant. En gros, pourquoi est-ce que je te donnerais de l'argent? Pourquoi est-ce que je te donnerais à toi de l'argent puis pas à lui? Puis quand je vous dis de l'argent, moi, j'ai fait des demandes de bourse. Eh bien, demande de bourse pour la maîtrise de mémoire. C'est des bourses qui donnent environ pour le bac pour 2 ans, qui donnent entre 20 à 35 000 $ par année non imposables. C'est quand même de l'argent. Ça veut dire libre d'impôt. Ça veut dire que vous ne payez pas d'impôt là-dessus, c'est directement dans vos poches. Et les bourses de doctorat, je crois que c'est autour de 35 à 45 000, je pense, à peu près, par année pendant 3 ans, je pense, autour de ça. Ma copine, qui est une élite à l'école, eh bien, je pense qu'elle est autour de calculer ses bourses qu'elle a eues, parce que c'est pas juste les... On jase un peu, là, on fait une digression. Les bourses, bon, oui, il y a CRSH, FQSC, dans le fond, c'est les bourses fédérales provinciales, mais il y a l'ensemble des toutes petites bourses que vous pouvez aller chercher, des bourses d'excellence et tout ça. Il faut savoir comment monter un petit dossier. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais on peut aller chercher énormément de bourses. Ma copine, pour ses études, elle a reçu à peu près 200 000 $ de bourse.
Ça veut dire que ça peut être payant aller à l'école. Si on se botte un peu le cul et qu'on fait ce qui est nécessaire, c'est payant aller à l'école. Ce n'est pas les petites bourses là, de 500 $ pour implication communautaire, hein, qui est très, très bien. Faites du bénévolat, let's go. Si vous voulez faire du bénévolat, ramasser des feuilles chez nous, let's go. Mais sans blague, ces bourses-là, c'est particulièrement rémunérateur. Hein. Ça veut dire que c'est là-dessus que tous mes amis qui sont à la maîtrise ou au doc, ils ne peuvent pas se financer un doc par eux-mêmes. Hein. Habituellement, on sait très bien dans les CV, ceux qui ont un doc et une maîtrise qui n'a pas été financée, ce n'est pas les étudiants les plus performants. Hein. Donc, ces bourses-là, c'est absolument central. Absolument, c'est faisable d'avoir ces bourses-là. Il faut avoir une moyenne de A. Si vous êtes en SLA, vous êtes conseillé comme étant des bons étudiants, là, vous pouvez tous avoir plus que 85 de moyenne, je suis absolument persuadé. Hein. Si j'ai pu réussir à le faire en ayant été dans des groupes de mesures d'appui et de groupes à problème quand j'étais jeune, puis j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire, j'en suis absolument persuadé. Donc, c'est un peu l'idée, mais pour avoir ces bourses-là, il faut convaincre le jury qui va décider est-ce que vous l'avez ou pas. Hein, par exemple, au Québec, je crois, en sociologie uniquement, parce que chaque discipline, il y en a environ une vingtaine qui sont données par année au Québec de FRQSC, une vingtaine de CRSH à peu près par année au Québec également. Comment le convaincre? Je suis gentil, puis non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir une importance de notre problème de recherche. Hein? Donc, maintenant que j'ai eu votre attention, parlons de l'importance du problème. Hein, c'est très malhonnête comme stratégie, j'en conviens absolument. Eh bien, concrètement, à qui peut bénéficier votre recherche? Hein, c'est-à-dire, c'est-tu la communauté scientifique au sens large? Dans le fond, on peut la séparer en deux. Hein. Dans le document Word, je l'ai fait un peu plus précis, là, mais vous avez, par exemple, hein, la pertinence sociale, hein, qui est aussi des groupes communautaires et tout ça qui peuvent bénéficier directement de votre recherche. Le plus souvent, où est-ce qu'on trouve ça? C'est encore une fois dans les articles scientifiques, dans les mémoires et les thèses. Eux autres, ils l'ont fait, leur travail, leur problématique. Vous pouvez vous en inspirer. Hein, par exemple, si je m'intéresse, par exemple, à la faible participation politique des jeunes, oui, effectivement, les partis politiques peuvent en tirer avantage, mais également peut-être que les jeunes, si on peut démystifier un peu pourquoi est-ce qu'ils participent peu à la politique, peut-être que les intérêts des jeunes en politique seraient mieux servis par les partis politiques, par exemple. J'ai une question. Excusez-moi? J'ai une question. Dans le fond, Oui. est-ce qu'il faut citer ça ou est-ce que c'est plus subjectif dans le fond, c'est selon ce qu'on pense qui va... C'est ça. Ça va dépendre. Il y a des fois tu te dis j'ai l'impression que et tout ça, mais je vous dis, ça vaut la peine d'identifier, par exemple, dans une tu sais, par exemple, cas typique, vous vous intéressez à la dépendance aux substances psychoactives, admettons, hein, drogue, alcool et tout ça, puis vous dites, il y a peut-être un lien entre, mettons, milieu socio-économique et consommation de drogue et d'alcool. Admettons. Mais à ce moment-là, on pourrait, il va y avoir des articles qui vont dire les gens les plus défavorisés et tout ça ont tendance à davantage consommer d'alcool et de drogue, hein, pour des raisons qu'on n'a pas le temps de développer là. Mais, hein, par exemple, on va le dire, sinon ça fait vraiment juste les pauvres, cette drogue-là, par un sentiment d'exclusion, de manque d'intégration, par exemple, à la société ou la logique d'automédication. Hein, ça veut dire je ne vais pas aller chez le médecin, je vais m'automédicamenter, excusez-moi, hein, en consommant de drogue et substances. Mais si vous voyez que ça touche spécifiquement les jeunes de milieux socio-économiques défavorisés, puis c'est, on va dire, Perrault qui dit ça, je ne sais pas trop, eh bien, vous pouvez très bien mettre, les jeunes des milieux socio-économiques pourraient vraiment bénéficier dans la mesure où ce sont eux qui sont les plus touchés par ce type de problème, entre parenthèses, Perrault. Vous voyez un peu l'idée? Je ne vois pas votre visage. Oui, je comprends. Donc, c'est un peu l'idée de regarder un peu qu'est-ce que les autres ont identifié comme groupe à risque. Et bien, c'est ce groupe-là, souvent, à qui va bénéficier votre recherche au point de vue pertinence sociale. Ah, donc, en faisant un travail un peu de dire, OK, mais c'est quels les groupes qui sont identifiés comme à problème ou cible ou à risque, bien, vous pouvez directement les présenter comme étant ceux qui vont profiter de ces groupes-là, de votre recherche, excusez-moi. Côté scientifique, habituellement, c'est de dire, OK, dans les parties de discussion des recherches, souvent, ils vont dire, mais là, on n'a pas vraiment d'études faites sur eux, on n'a pas vraiment de travail fait sur eux et tout ça. Mais ça vaut la peine de dire, dans la pertinence scientifique, on voit que c'est un sujet qui est peu traité, par exemple. Hein. Je ferai le tour avec vous. Hein, on va travailler ensemble tout le long de la session là-dessus. Mais il y a assurément une pertinence scientifique. Qu'est-ce que la science, la communauté scientifique gagne avec votre recherche? Hein, par exemple, je vais prendre une gorgée d'eau en commençant.
très vocal, ma gorge, je t'arrête de mourir. Good. Eh bien, par exemple, quand je faisais ma recherche, j'ai déjà présenté un peu ma recherche que j'avais faite lors de ma maîtrise, mais pertinence sociale, bien évidemment, hein, c'est les gens consommateurs de drogue qui sont victimes d'exclusion et de discrimination pour être, bon, vous voyez un peu l'idée, pour la pertinence sociale. Pertinence scientifique, bien, c'est un peu l'idée que j'apportais, l'idée que bien, les liens entre excusez-moi, l'implantation de sites d'injection supervisée et la revitalisation économique des quartiers avaient été peu abordés. Hein, donc, dans la pertinence scientifique, ben, je peux dire, ben, ça a été peu abordé, ou encore une fois, ben, c'est des populations, par exemple, auxquelles on s'est moins intéressé. Hein, ça peut être simplement l'idée hein, d'approfondir une recherche qui a déjà été entamée par des générations ou l'actualiser. Hein, peut-être que la dernière recherche sur le sujet a été faite en 2004 et que vous avez vu que ben, des choses se sont changées depuis. Par exemple, une nouvelle loi qui a été passée. Hein, je n'ai pas d'idée, j'invente un peu au fur et à mesure. Ben, peut-être que scientifiquement, ça vaudrait la peine parce que peut-être vérifier si la loi a changé quelque chose dans cette population-là. Hein? Donc, c'est un peu l'idée en pertinence sociale, qui en bénéficie au point de vue de la communauté, et pertinence scientifique, aussi plus spécifiquement au point de vue de la communauté scientifique. Mais comme j'ai vu dans le document Word que j'ai mis sur Léa, ben, j'ai mis un peu plus de chair autour de l'os hein, de ce que je vous présente ici de manière un peu plus succincte. Dans cette section-là également, bien, il faut situer, bien, OK, mais ton problème, il existe depuis quand? C'est quoi l'évolution du phénomène? Hein, moi, j'avais une équipe dans un groupe c'est pas très important, mais qui travaille sur, voyons, j'ai oublié, c'est un petit peu gênant. Ah oui, sur, je ne me rappelle plus, bon, je vais inventer au place au fur et à mesure. Par exemple, sur la dépendance, hein, la dépendance aux drogues, mais on voit un peu que, excusez-moi, on avait une version, disons, qui était au début du siècle, je vieillis, au début 1900, qui avait une vision très, très moralisatrice. Hein, c'est-à-dire que c'était un problème moral, la consommation de drogue, c'était des mauvaises personnes. Avec le temps, on a vu, ah ben non, ça a été davantage conçu comme un problème hein, de déviance, par exemple. Hein, un problème de déviance, c'est-à-dire que, ben, ce sont des individus qui, si on veut, ne se conforment pas aux normes hein, de la société. Donc, il y a eu un petit penchant, les études étaient davantage en sociologie. Et ensuite, maintenant, on voit un autre retour, hein, c'est davantage des études en neurosciences, en neuropsychologie, excusez-moi. On essaie de trouver à l'intérieur du cerveau quels sont les gènes associés à la dépendance et tout ça. Maintenant, moi, j'ai un problème de la dépendance. Et on voit en fait que ben, selon l'histoire, si on veut, on ne va pas le traiter de la même manière. Donc, vous regardez un peu scientifiquement comment ça évolue l'étude de votre problème. Encore une fois, je tiens à le souligner, vous n'allez pas trouver ça par hasard. Hein? C'est dans la littérature que vous allez trouver ça. Mais également, peut-être que juste le phénomène lui-même, hein, l'homoparentalité, par exemple, on voit que ça a vraiment changé. En 1970, c'était considéré comme une maladie mentale dans le DSM, hein, la Bible des psychologues. Et on voit que graduellement, il y a une plus grande reconnaissance. Dans les films, dans les médias, on en voit davantage dans une vision très stéréotypée hein, dans les années 90. Et ensuite, on voit, reconnaissance du droit des familles homoparentales les années 2002, puis on assiste de plus en plus à une forme de banalisation. Vous remarquez, par exemple, dans les anciennes séries télévisées, le personnage homosexuel était toujours très coloré et très stéréotypé. Et aujourd'hui, ben, la personne qui est homosexuelle, elle est entre autres homosexuelle. Hein, c'est pas ce qui définit l'entièreté de son identité. Mais ça, c'est à travers la littérature que vous allez trouver ces choses-là. D'ailleurs, j'avais la recherche, c'est ça que j'avais trouvé que je trouvais quand même intéressante hein, dans celle que j'ai trouvée sur Érudit. Eh bien, c'est un peu ce qu'elle fait. Hein? Le rapport socio-sexe dans le domaine du sport, perspective féministe marquante des 3 dernières décennies. Hein, là, ce que c'est particulièrement intéressant, où dans cet article-là, puis dans tous les domaines, il va y avoir un article de ce type-là, hein, qui est un peu rétrospectif, hein, qui est sur l'histoire du phénomène. Mais vois-tu, ici, les années 70, on passe des études sur les femmes dans le sport aux études féministes du sport. Hein, c'est pas juste qu'il y a des femmes qui font du sport, c'est mais comment est-ce que la perspective féministe peut justement voir le sport? Hein? Les années 80, rapidement, diversification dans la conceptualisation des relations de genre. Ben là, on explique un peu. Ah, mais là, voyez-vous, l'étude a changé. On est davantage dans une ère de féminisme hein, qui se contredit parfois, féministe libéral, radical, cultural study. Donc, c'est un peu l'idée. La plupart des articles que vous allez trouver, c'est souvent au début hein, de l'article, il y a toujours une petite section. Excusez-moi, on va retourner à notre truc. Hein. Il y a toujours une petite section qui est en introduction
qui fait toujours un petit historique. Hein, dans la plupart des articles, qui peut être un petit peu bref pour vous des fois, mais il y a des articles qui se consacrent uniquement à ça. Hein. Donc, à ce moment-là, ben, ça serait, par exemple, vous intéressez à la déviance, mais vous tapez histoire de la déviance, par exemple, hein, dans vos mots-clés, histoire, déviance, puis vous mettez le mot de la déviance que vous voulez. Ou à ce moment-là, ben, même là, on n'utilise plus le terme déviance aujourd'hui, hein, on utilise le terme de marginalité, hein, pour des raisons qu'on pourrait discuter plus tard dans la session. Ben, c'est un peu cette idée-là que ben, le phénomène, hein, je suis au deuxième point, ben, le phénomène évolue dans le temps. On ne le traite pas de la même manière, ou sinon, historiquement, il y a des choses qui ont énormément changé depuis et qui modifient le phénomène qui m'intéresse, hein, mon problème de recherche. Voilà. Dans l'état de la question, ben, j'ai mis encore une fois plus précis dans le document Word, mais il faut avoir donc, un petit survol historique. Hein, de l'évolution du problème, trouver des auteurs classiques, des auteurs incontournables. Le plus souvent, quand vous voyez dans les articles, il y a toujours le même nom qui revient hein, comme auteur. Il y a des mots de bonne chance que ce soit un auteur classique et incontournable. À ce moment-là, allez voir dans la bibliographie, copier-coller le nom de son article et vous allez pouvoir le consulter. Hein. Si c'est toujours le même article, peut-être que ça vaut la peine de le lire parce qu'à l'intérieur, vous allez trouver des théories, des modèles, des explications scientifiques qui ont été amenées pour expliquer votre phénomène. Hein, donc, pourquoi je vous présente ça tout de suite? On va aborder davantage, quoi qu'il y ait la question, c'est plus dans le document Word, ça va vous indiquer plus qu'est-ce que je veux avoir dans quelle place. Mais quand vous faites votre recherche documentaire, soyez à l'affût. Si vous voyez déjà des éléments de pertinence sociale ou scientifique, ou si vous voyez déjà des éléments qui doivent apparaître dans votre état de la question, on les télécharge, hein, puis on les garde en banque. Hein, donc, pour ne pas justement faire des recherches documentaires un peu inutiles. Hein, donc, ça vaut vraiment la peine quand je fais ma recherche documentaire, d'être assez à l'affût hein, de ce qui pourrait m'intéresser éventuellement dans les autres sections du travail. Question, on pourrait peut-être faire ça au prochain cours dans la mesure où ça commence à faire beaucoup pour aujourd'hui. Hein, ouais, on pourrait regarder ça un peu plus tard. Excusez-moi. Hein, on pourrait aborder plus précisément comment construire une bonne question de recherche et des bons objectifs de recherche. Hein, la semaine prochaine, on a quand même 2 cours qui sont construits pour ça, aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va davantage regarder objectifs et questions de recherche. On va donner un break un peu pour aujourd'hui. Et également, on va s'intéresser un peu à plagiat, comment éviter le plagiat. Des fois, c'est juste qu'on ne sait pas c'est quoi. Hein, on n'est pas malhonnête spontanément. Aussi, dites-vous que plus il y a de références dans un article, ça, je vous dis en termes de personnes qui ont écrit des articles scientifiques, là, plus il y a de références dans votre article, plus votre article est considéré comme étant solide. Donc, ça vaut la peine de mettre des références. Hein, c'est pas, on ne gagne rien à essayer de piquer du stock aux autres personnes, sauf que ça finit par se voir de toute façon. Dans votre groupe, peut-être pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, mais des fois, ce que j'aimais bien, c'est de voir une grosse différence de niveau de langage. Ah, tu sais, dans la vie, c'est ça, c'est difficile, parce qu'effectivement, la consubstantialité des deux phénomènes, ben ouais, c'est ça, c'est de toi. Mais voilà, ça, c'est assez toujours un peu rigolo d'observer ça. Également, on va s'intéresser à les petits trucs à éviter quand on écrit de manière scientifique. Des petits trucs à éviter, là, on va garder ça au prochain cours. Donc, je vais vous placer dans les fameuses équipes de recherche. En petit groupe sur Zoom. Au moins, aujourd'hui, trouvez un thème et un problème de recherche. Hein, et éventuellement, commencez votre recherche documentaire. Parce que c'est à remettre à la semaine 8. On est à la semaine 3. Vous dites 5 semaines. C'est juste un travail de 5 pages. J'ai le temps en masse. Vous savez que le temps passe vite en tabarouette à l'école. Hein? Je pense que vous en convenez. Donc, c'est pour ça aussi, en même temps, que vous n'aurez pas vraiment de lecture à faire dans mon cours. Hein? J'essaie de vous donner le plus de temps possible pour faire votre travail. Également, comme je vous disais, mais à chaque fois que je vais faire un cours thématique sur la sociologie, bien, je vais toujours avoir après 1 heure après qui va être destinée au travail d'équipe et également hein, au tutorat en fond, parce que moi, je vais pouvoir me promener d'équipe en équipe sans aucun problème. Donc, je vais vous mettre en équipe maintenant dans des petits groupes. Dans le fond, vous avez déjà été divisé en groupes dans une de vos classes où je suis vraiment le plus hot de vos profs. Malaise, vous avez déjà été mis en équipe. Mais vous savez que vous avez déjà cliqué. Et vous savez aussi que vous pouvez, dépendamment où je me retrouve dans votre image, il y a un petit bouton pour demander de l'aide.
vous connaissez ce petit bouton-là, le petit bouton demander de l'aide, ask for help ou dépendamment de la langue de votre Zoom. Eh bien, cliquez dessus. Moi, je vais venir vous rejoindre automatiquement. Donc, je vais vous mettre en équipe tout de suite. Je vais aller en ordre numérique, hein, équipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Mais vous pouvez toujours demander de l'aide. À ce moment-là, je vais venir vous rejoindre avec grand enthousiasme. Good. Est-ce que j'ai hésité entre enthousiaste ou enthousiaste? Mais là, étant donné que c'est enregistré, d'ailleurs,